Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale, ça y est, les grosses courses sont là, elles arrivent et quoi de mieux cette semaine que de partir sur la preview des Strade Bianche qui arrive ce week-end, la course préférée de Raph, le 6e monument, aïe j'entends que ça râle un petit peu dans mon oreille gauche, les élections européennes arrivent, les réacs sont là, on connaît, c'est comme ça, c'est chaque fois les mêmes choses, que peut-on faire ? Bref, trêve de plaisanterie, on l'a dit. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Strade Bianche. Et pour faire la preview de cette magnifique course sur les chemins blancs de Toscane, Adri, salut Adri, comment vas-tu ? Je crois que tu as déjà parlé un peu des Strade Bianche cette année. Salut la Torne, ouais, bah tu vois, du coup, je fais des previews d'émissions de preview maintenant. Voilà. Previewception. Mettre l'eau à la bouche aux auditeurs. Et puis voilà, se faire un petit peu plaisir sur cette phrase qui revient chaque année, fin février, début mars, le fameux sixième monument qui n'en est pas un. Voilà, donc c'était un petit peu pour remettre un petit peu de contexte dans le monde du vélo actuel. On en profite donc pour le dire, un petit coup de gueule du père de Sarre en ligne sur les Strade Bianche. Sont-ils le 6e monument ? Oui, non. Et vous, comme vous pouvez vous en douter au vu des premiers arguments donnés, le père de Sarre penche plutôt pour non. Voilà. Ouais, le suspense a été assez vite tué dans cette chronique, j'avoue. Également pour nous accompagner, c'est celui qui nous a rejoint cette année et qui depuis est quasiment là à chaque podcast, c'est Loïc. Salut Loïc, comment tu vas ? Salut, ça va ? Bon, moi je vais commencer à militer pour le Trobreléon en 7e monument maintenant. Très bien. Allez, maintenant c'est la porte ouverte là. C'est parti. Toutes les courses qui ont plus de 10 ans peuvent devenir des monuments maintenant, on dirait. En tout cas, je vous ai prévu un petit jeu sur ce thème-là, donc voilà, ça va être rigolo. J'en dis pas plus. Avant qu'on attaque dans le... Oui. Ouais, je vous l'annonce déjà, j'ai peur. Il y a une petite nouveauté de la Torne comme ça là. Ah, vous aviez kiffé le petit jeu sur le cinéma là ? C'était marrant. C'était incroyable, c'était génial. Merci. Et on est animateur ou on l'est pas, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça c'est la formation, hein, aucun talent, je suis payé pour ça dans la vraie vie, donc voilà, vous vous en doutez. Oui, je disais, petit point promo, on continue à avoir des articles de méga grande qualité qui sont mis en avant sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, fait par Matt et Simon, donc surtout allez voir tout ça, le pôle rédac, la rédac comme on l'appelle, qui fait du super taf, qui nous fait rêver avec des enquêtes, avec des points sur les courses de la semaine. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un que je connais très bien, qui m'a dit cette semaine, je ne vais même plus sur mes petits sites de vélo habituels, je regarde le récap de la semaine sur Radio Fringale et ça me suffit maintenant, voilà, quel gain de temps formidable. Donc surtout n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Instagram et Facebook pour voir un petit peu tous les articles que font les copains de la rédac, qu'on salue bien évidemment puisque c'est top. Vous en pensez quoi, messieurs, de ces petits articles d'ailleurs, qu'on se fasse un peu mousser entre nous? Ouais, ça met du dynamisme et ça apporte de la nouveauté dans ce qu'on peut faire. Et puis ça permet aussi d'aborder des sujets qu'on n'a pas forcément le temps nous de faire en podcast. Et je pense notamment aux articles de Matt là sur le cyclisme russe. C'était vraiment cool. Donc voilà, on a une diversité qui s'installe et c'est vraiment top. Je suis complètement d'accord, on a deux gars qui ont une productivité de ouf, on dirait qu'ils sont en 35 heures en train de nous mettre des articles de qualité toutes les semaines ultra régulièrement, donc moi je trouve que c'est top. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, avant d'attaquer les Strade Bianche, je vous ai prévu un petit jeu, comme je disais, un petit jeu nommé les Strade Bianche, les monuments ou les deux. Voilà, vous connaissez le concept, je vais vous poser des questions et vous pouvez choisir entre les Strade Bianche, les monuments, au niveau de la réponse. Donc soit oui c'est les Strade Bianche, soit oui c'est les monuments, ou alors cette phrase concerne les deux, à la fois les Strade Bianche et les monuments. Alors bien évidemment, pour mettre un peu de piment là-dedans, parfois vous allez voir que quand il y a les deux, ça concerne plusieurs monuments. Et donc je vous rajouterai des petits points si vous êtes capable de trouver chaque monument qui correspond également à cette phrase. Ça vous va ? Les consignes sont claires ? Ça va très bien. C'est clair. Parfait. On attaque tout de suite dans le dur. Je suis une course qui se tient en Italie. Les deux. Alors, les deux pour Adri. J'attends maintenant que tu me donnes des réponses. Il y a les Strade Bianche, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. Tout à fait, magnifique. En effet, on aurait presque même pu dire les trois finalement, mais voilà. On va rester là-dessus. Adri qui prend la main avec 2 points. Ce qui me caractérise, ce sont mes chevins blancs. Strade Bianche.
Strade. Ah, Loïc, il va falloir... Je suis pas assez rapide là Mais du tu tout. sais que Adri s'est payé une connexion de fou. En plus, je suis sûr qu'il m'entend avant même que je dise les mots. C'est comme ça qu'il gagne les quiz. Mais tu Rien sais à que voir avec son talent. La fibre est pas arrivée dans l'est de la France pour l'instant. C'est donc ça. En effet, c'est bien les Strade Bianche qui sont connus et reconnus pour ces mythiques chemins blancs toscans. On enchaîne. J'ai malheureusement été le théâtre d'une terrible chute de Julien Alaphilippe. Les Les deux. C'est Loïc les deux. Alors maintenant, j'attends les points. Du coup sur les Stradé et sur Milan-San Remo. Liège-Bastogne-Liège. Et Oh, alors, les- je vous oui. en donne un bonus parce qu'il y en a... J'ai pensé à l'Italie. Oh là là. Il y en a un Désolé. troisième. Et puis il y a le Tour des Flandres 2020 aussi. Et oui, il y a le Tour des Flandres 2020 qui était aussi une terrible chute qu'il a laissé loin du... Il s'était cassé c'est le vrai, poignet ça d'ailleurs. fait- Et voilà, tout à fait. Ah ouais, il s'est bien pété. Ouais, en champion du C'est- monde d'ailleurs. Attends, c'est sur lequel où Bardet il pense qu'il est mort ou un truc comme ça. Il y a un C'est truc sur Liège Liège. où il va Ça, le ouais, chercher sur dans Liège, le fossé. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on en profite pour dire que c'est peut-être cet enchaînement de chutes aussi qui fait que Julien Alaphilippe est pas forcément au niveau auquel certains aimeraient le voir. Et on en profite aussi pour dire à Monsieur Lefebvre qu'on cautionne pas du tout ces déclarations là. Alors qu'il le pense, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, nous en tout cas ça nous regarde pas, mais juste on part du principe qu'un employeur n'a pas à balancer un de ses salariés dans la presse comme ça. Voilà. Donc non, nous on cautionne pas du tout ça chez Radio Fringale et on a eu un petit commentaire d'ailleurs qui disait qu'on avait nous aussi parlé un peu de la vie privée de Julien Alaphilippe quand on avait fait les Fringales cette année, Fringale Awards, et oui, tout à fait, on en avait parlé, mais 2-1 dans d'autres termes, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver et que nous, de toute façon, on lui en tiendrait par rigueur, et 2-2, on n'est pas l'employeur de Julien Alaphilippe, on n'a pas de contrat qui nous lie, on n'est pas là, voilà, donc clairement... pas correct pour nous, on tenait à le dire, donc voilà, le management toxique, il y en a déjà bien assez dans le taf pour qu'on en voit en plus dans le vélo, donc voilà, merci, je sais pas si c'est l'effet Netflix, mais on n'est pas dans une télé-réalité les gars, donc mollo. On enchaîne, j'ai vu la victoire de Cancellara, Van Der Poel et Peter Sagan. Les deux. Les deux. Il y a le Tour des Flandres et les Strade Bianche. Ah non. Ah alors Non. Monument. Ouais, en effet, Peter Ouais. Sagan n'a jamais gagné les Strade Bianche, messieurs, c'était le piège, et ils sont tombés dedans. Je me suis fait... Et bien Il a évidemment... couru ou pas il a couru Oui, il a ou fait pas, le deuxième. Stradé, Ouais. Stradé 2012 ou Deuxième. 2013, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Il se fait battre par Kwiatkowski, je crois, une année. Ouais, oui, ça doit être ça, tout à fait. Par contre, du coup, vous m'avez dit monument, mais j'attends, moi, pour donner des points. Alors, Cancellara, il a gagné Milan-San Remo, le Tour des Flandres 3 fois, Paris-Roubaix 3 fois. Van Der Poel, t'as dit? Ouais. Van Der Poel, il a gagné Milan-San Remo une fois, le Tour des Flandres 2 fois, Paris-Roubaix une fois. Et Peter Sagan, Tour des Flandres une fois, Paris-Roubaix une fois. Moi, Donc, je laisse faire. les deux Je laisse monuments faire les étaient encyclopédies. Roubaix et le Ronde 2. Voilà. C'était monument, et en effet, uniquement pour Roubaix Ronde, puisque Peter Sagan n'a pas gagné Milan-San Remo. Non, pareil, Voilà. il a fait C'est deuxième. assez plusieurs fois. exceptionnel de se le dire, mais voilà. Battu il faut par le savoir. Kwiatkowski, par Gérald Chiot en 2013 sous la neige. Enfin, voilà. Katko, il en a enlevé à Sagan, alors que pourtant, on l'attendait pas forcément, mais... Et depuis, c'était un gros, pour faire une petite parenthèse, c'était un gros duel de jeunesse aussi. C'est le seul qui, chez les jeunes, ils sont de la même année, ils sont de 90. Et c'est le seul qui arrivait à battre Sagan chez les jeunes. Et c'est vraiment, depuis, ça a toujours été sa bête noire. Et je pense que ça a joué, par exemple, on se souvient quand Katko, il gagne Milan-San Remo, à mon avis, ça a joué. Oui, on le voit, on l'a encore vu ce week-end avec Lotte Kopecky et Marianne Vos quand il y a un ascendant qui est au sprint. Après, même si on se dit mais c'est pas possible quoi. Enfin, Peter Sagan quand même, ça envoie plus que Katko au sprint. Bah ouais. On sait que dans les duels ou même dans les arrivées en petits groupes, c'est pas la même qu'en sprint massif. On enchaîne. J'ai vu Wouti finir à la fois premier et troisième de ma course. Monument. Alors, Stradé. enchaînez, il n'y a pas de bonne réponse pour le moment, messieurs. Les Bah, deux, les deux, alors. du coup. Et oui, Ouais. les deux. Alors, lesquels? Strade Bianche. Ouais, ça, on est d'accord. Et le monument. Tu Milan-San Remo. Et Parce que oui, c'est le seul tout qui a à gagné. fait. Il a fait troisième Ah, il a l'année fait dernière. troisième. Bah oui, derrière Ah oui. le Ah Ghana et. Il y avait un Ghana, Van der non Poel. Ouais, c'est Ouais. ça, tout à Ouais. fait.
J'ai connu un vainqueur britannique dans mes 10 dernières années d'existence. Tic, tac. Bah, Stradé. Oui, Loïc Stradé, tout à fait. Et c'est qui alors? Bah, Peacock. Tout à fait. Et l'autre, du coup, on aurait presque pu mettre sur toute l'existence, puisque Cavendish a gagné Milan-San Remo, mais il me semble que sur les autres monuments, on n'a pas vu de Britannique briller. Tom Simpson, Tour des Flandres, 1961, je crois. Ok. Et sinon? Wow, mais comment est-ce que tu vas chercher ça là? Et à vérifier l'année quand même. Et sinon, je crois que Tom Simpson, il a gagné un Tour de Lombardie aussi. Ok. J'ai regardé un peu cet après-midi, je vous avoue. Alors, j'ai repassé un peu les vainqueurs. J'en avais pas vu. Alors, c'est possible qu'il soit glissé il a entre gagné. deux. Ouais, alors, Tom Simpson, je suis en train de vérifier. Hein. Donc, il a bien gagné le Tour des Flandres en 61. Il a gagné le Tour de Lombardie en 65 et Milan-San Remo en 64. Ok. Donc, finalement, Tom Simpson est là pour infirmer. Mais en tout cas, dans les 10 dernières années, c'est bien Pidcock qui est venu s'imposer. Tout à fait, des points pour Loïc. Maintenant, pour terminer, je suis la plus récente course remportée par un Français. On compte en années. Les deux. Ouais. J'attends. C'est 2018. L'année. Et puis, non, le monument, c'est pas le Tour de 2018. Lombardie. Ah bon? Oui. Ah, C'est pas 2019. 2018? Oui, il y a quoi en 2019? Milan-San Remo d'Alaf. Et ouais, et l'Estrade Bianchi la même année. Et juste quand même, hein, parce qu'on va remettre une petite couche sur Alaf. L'année 2019 d'Alaf, les mecs. Si on fait genre les années all-time d'un coureur ou truc comme ça, c'est quand même une boucherie cette année. Hein. Son Tour de France de folie, Milan-San Remo, l'Estrade Bianchi, enfin, il volait le type. Hein. Ah, puis surtout, sa victoire de Milan-San Remo, elle était magistrale. Voilà. Eh bien, je pense qu'Adri remporte ce petit quiz, l'Estrade Bianchi, un monument ou les deux. J'espère que vous avez pris du plaisir à ce petit jeu. Moi, je trouve toujours ça sympa, ce format-là. Ah, c'est fun, c'est pas mal. Moi, je me fais écraser à chaque fois, mais oui. ouais. Je vais même écraser par la torne. J'ai commencé à prendre de l'expérience et au bout d'un moment, je pense qu'au bout de 1 ou 2 ans, je vais commencer à gagner les quiz. Hein. N'oubliez pas que mon level est exceptionnel. Non, mais pour les coureurs étrangers, il faut quelques années d'adaptation. Tout à fait, adaptation au circuit français, au circuit fringalien qui est, on le sait, avec toutes ses particularités. Alors messieurs, on enchaîne sur nos fameuses Stradé Bianchi. On va commencer, Adri, je vais te laisser la main pour une petite présentation du parcours qui a changé cette année, 215 bornes. Je crois que voilà, ils ont pas kiffé. Enfin, t'as sorti ta chronique après, mais voilà, ils avaient envie de te donner des arguments en plus pour devenir le 6e monument. Et puis derrière, on partira sur notre favori ou nos favoris 3 étoiles, petit spoiler, des favoris 2 étoiles et un favori 1 étoile. Alors 2 étoiles, c'est il pourrait gagner, et 3 étoiles, c'est un peu notre wildcard, voilà, celui qu'on rajoute comme ça en se disant ah si, quand même, il pourrait aller la chercher, on sait jamais. Mais on n'y a pas foncé quand même fort comme ça du premier coup comme un grand favori. Adri, petit point parcours. Alors, petit point parcours. Donc habituellement, les Stradé Bianchi, là, ces dernières années, c'était 185 km. Alors, une boucle, même, et on tournicote pas mal autour de la ville de Sienne, en Toscane, en Italie. Et cette année, donc, petite nouveauté, le parcours s'est allongé. Il fait maintenant 215 km, donc ça fait 30 bornes en plus à faire pour les coureurs. Et c'est vraiment sur la fin du parcours qui a changé. On va dire que, grosso modo, les 160 premiers kilomètres sont les mêmes, mais c'est même un petit peu plus, mais c'est uniquement sur la fin où il y a des difficultés qui ont été rajoutées, à la fois en termes de passage en gravel, passage de chemin blanc, mais aussi sur un nombre beaucoup plus important de côtes qui sont entre 5 et 10% dans le final. Donc clairement, la course s'est durcie, donc ça va rendre les choses encore plus exigeantes. Je pense que ça n'empêchera pas les coureurs de partir très très loin de l'arrivée comme on en a l'habitude, et de faire aussi des différences sur notamment voilà, ces dernières années il y avait ce fameux secteur, alors qu'il était à 50 km de l'arrivée avant, là il sera beaucoup plus loin, donc la course ne se jouera peut-être pas là, mais
Mais ouais, un parcours qui s'est vraiment durci. Alors à voir après, est-ce qu'il y avait besoin de le durcir comme ça? Je ne sais pas. La course était déjà très belle comme ça. Bon, voilà, après, je sais pas si. Si à noter quand même que l'arrivée reste la même avec cette fameuse rampe dans la ville de Sienne et l'arrivée sur la Piazza del Campo. Magnifique et déjà historique. Loïc, ouais, t'as Je pense des choses à Bah, je pense rajouter que sur ce parcours? Bah, je pense que le rallongement, là, ça va quand même encore plus favoriser les arrivées en solitaire. Et il me semble qu'il y a des petits, enfin, sur le Giro, il va y avoir des petits moments où il y aura les fameux chemins blancs. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi, je pense, beaucoup d'équipes arriver avec des énormes, enfin déjà c'est l'Estradé, mais des énormes armadas de type un peu grand tour, je trouve. Et pour peut-être tester le matos, tester un peu tout ce qui peut se passer. Donc, je pense que ça va être une super course. Et pour les équipes, c'est une super enfin, ça va permettre d'amener de l'expérience pour le Grand Tour, pour le Giro. Ouais, quand tu parles de ça, on pense à Ineos, notamment quand on voit quasiment une équipe de grand tour, quoi. Enfin, je veux dire, il y a du Geraint oui. Thomas et tout qui est là. Comme tu dis, on sent que ça vient un peu tester tout ça. Au moment où on enregistre, messieurs, on n'a pas la start list définitive, alors on a quand même les grands noms, ce qui fait que peut-être dans cette émission, on va pas aborder certains coureurs que vous, chers auditeurs et auditrices, vous pensez comme grands favoris ou favoris potentiels de cette Strade Bianche. Donc surtout, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Pareil, hein, si vous voulez vous abonner, lâcher un petit like, faire tourner, toujours pareil, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait progresser, comme on vous l'a dit. Objectif 2000 abonnés, donc on compte sur vous, voilà. Messieurs, on va pouvoir passer, suite à ce petit point sur le parcours, au favori, notre favori 3 étoiles. Spoiler alert, moi c'est Tadej Pogačar, et je vous avoue que je vois personne qui lui arrive, allez, à la cuisse, voilà. Je vais être gentil. La cuisse, vraiment. Non mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce serait un peu faire du jeu de dupe ou du blabla de venir dire qu'il y a plusieurs favoris 3 étoiles ou ultra favoris sur cette course. Complètement d'accord. Qui pourrait battre Poggi? Enfin, c'est un peu ses spécialités aussi de partir comme ça, comme un fou furieux. Il est archi favori. Et quand on voit l'équipe que UAE ramène en plus, Ouais. pour mettre voir les mecs qui seront autour de lui, mais c'est plus une armada, c'est un tank, c'est un porte-avions, machin, je sais pas comment le décrire, mais ils sont surarmés. Ah, surtout qu'on a eu, pour rebondir du coup, oui, Pogačar, immense favori, on ne peut pas le placer au-dessus de tout le monde et au-dessus de la mêlée. Surtout avec une équipe où on a Timo Wellens, qu'on a vu très en jambes, pas plus tard que ce week-end d'ouverture en Belgique où il a été hyper costaud. Marc Hirschi qui a regagné une belle course avec... Dans la Drôme dimanche dernier. On a aussi le jeune Isaac Del Toro. Alors lui, il sera en découverte, mais je pense qu'il apprend très vite. Faut pas forcément attendre, je pense, grand-chose de lui dès maintenant, surtout qu'il sera là en tant qu'équipier. Mais clairement, en plus de Pogačar d'être le plus fort sur le papier, il a l'équipe la plus forte sur le papier aussi. Donc après, voilà, le truc c'est son premier jour de course, mais ça de l'année, mais ça on a vu par les années précédentes que ça n'empêchait pas d'être au top tout de suite. Après, ça va sûrement pousser les autres équipes à se découvrir plus tôt, d'anticiper, d'essayer de mettre un petit peu le bazar, parce qu'ils sont au courant que s'ils attendent si à 50 km de l'arrivée, ils sont encore avec Pogačar, ça va être mission impossible pour le battre. Donc, je pense que ça ne peut que rendre la course spectaculaire et donner des idées à d'autres équipes qui sont beaucoup plus faibles sur le papier. Ce nouveau parcours qui l'avantage aussi complètement, je trouve. On voit que l'an passé, par exemple, Pidcock a gagné alors en solitaire et on sentait que ça revenait fort dans les bosses derrière lui. Et puis, vu que finalement il restait des secteurs difficiles après l'attaque de Pidcock, mais voilà, on sentait que ça revenait bien dans les bosses. Puis après, c'était à plat et ça s'entendait pas derrière, etc., etc. Là, j'ai l'impression que s'il y a un homme qui part devant et qui n'est pas Pogačar, il y aura largement assez de difficultés et autres, même un petit groupe de 3 ou 4 pour qu'un coureur super fort, super endurant, super à l'aise dans les bosses, etc., vienne s'imposer. Donc, alors,
Je peux amener un petit contre-argument si vous le souhaitez, c'est la jurisprudence Mathieu Van Der Poel qui l'an passé était ultra favori et qui sur son premier jour de course sur route sur l'Estrade Bianche avait un peu floppé, finissant 15e, montrant des signes de fatigue, incapable de suivre les attaques assez tôt finalement dans la course quand ça s'était emballé. Voilà, c'est le seul argument que je peux amener pour dire que peut-être que Poggi ne gagnera pas samedi. Sinon je peux vous lire le petit paragraphe de Titien qu'on embrasse bien fort qui nous a envoyé dans notre groupe Radio Fringale tout à l'heure, qui résume un petit peu quand même ce qu'on craint de samedi, c'est-à-dire grosse attaque de Pogačar qui sera pas suivie, et à 60 bornes de l'arrivée on pourra éteindre la téloche pour aller faire autre chose, quoi. Il est en train de nous faire personne n'a envie de regarder les Estrades maintenant. C'est ça le problème. Non, mais après Van Der Poel il avait la saison de cyclocross aussi derrière lui, il devait être aussi un peu fatigué. Poggi je l'ai pas vu faire du cyclocross cet hiver, mais non, pour moi il est ultra favori. C'est pas vraiment exactement la même chose que Van Der Poel. Ouais, puis Van Der Poel, il nous a un petit peu plus habitués sur ces 2 dernières années à certaines fois passer à côté de ses courses parce que c'est clairement pas ses objectifs et on sent qu'il a justement adapté sa façon de courir tout au long de la saison. C'est ce qu'il avait fait avec Tirreno. Hein. Oui, voilà. Et puis c'est ce qu'il avait fait avec le Tour de France aussi. Et puis derrière, il gagne Milan-San Remo et puis derrière, il est champion du monde. Donc voilà, mais ça sur Van Der Poel, Pogačar, c'est pas vraiment le style Pogačar. Quand on regarde ses classements sur les courses qu'il fait, en général, t'as tout le temps un top 5 et t'as plus de victoires qu'autre chose. Donc ouais, non, clairement... peut-être qu'on va lui dire calme-toi Coco, il faut que tu te concentres sur les grands tours, te mets pas complètement à fond sur les courses d'un jour. Mais ça, j'y crois pas trop, c'est encore trop loin, les grands tours. On sait qu'il fait le Giro, mais... je pense pas qu'il ait encore de la tête à ça. Puis ce qui est terrible, c'est que... il a allégé son programme de course aussi. C'est la première fois, je crois, qu'il rentre directement sur l'Estrade Bianche et qui commence sa saison si tard. En général, il avait toujours en février une course. Je crois qu'il était à la Ruta del Sol l'année dernière. Avant, il avait fait l'UAE Tour aussi. On l'avait déjà vu en Algarve aussi sur sa première saison professionnelle. Donc... c'est aussi, je pense, une vraie volonté de rentrer plus tard, d'être presque plus présent directement sur des courses qui ciblent, pas faire ces petites courses de préparation. Il va quand même enchaîner les 2 grands tours, Giro et Tour, donc faut qu'il garde de la fraîcheur. Et voilà, quand on voit pour l'instant son programme, c'est Strade Bianche, après ce sera Milan-San Remo, 2e jour de course. Après, il va aller faire un bon bloc autour de Catalogne, et puis après, Liège-Bastogne-Liège et le Giro. Je sais pas si on le verra sur les autres Ardennaises avant ça, mais voilà, en tout cas, je pense qu'un programme de course comme ça, c'est clairement pensé pour qu'à chaque fois qu'il se présente, il gagne. Voilà. Et franchement, au vu du parcours, des qualités de Tadej Pogačar, franchement, mais même s'il est pas à fond, même si on lui dit t'en mets pas trop en début d'année, il peut y aller et mettre tout le monde d'accord. Juste quand même, on parlait de la jurisprudence Van Der Poel l'an passé. L'année dernière, Pogačar, il rentre sur la Rouen Parezo intérieure, il la gagne. Il gagne les 2 premières étapes de la Vuelta Andalusia Ruta del Sol, là. Il gagne la 4e étape, c'est-à-dire que sur ses 5 premiers jours de course, il en gagne 4. Voilà, donc on peut lui faire confiance pour arriver en jambes avec les dents longues. Mais messieurs, tout n'est pas perdu, il y aura d'autres concurrents ce samedi, alors qui voyez-vous venir jouer les troubles fêtes face à l'ogre Tadej ? Si peu de monde. Voilà, bonne soirée, pensez à vous alimenter, ciao. Moi, en outsider, j'ai mis l'Irlandais Benili. Qui s'y sort de ce corps. Voilà. Bon, alors Benili il va découvrir la course, donc c'est le seul petit hic, la seule chose qui pourrait le désavantager. Mais en fait, selon moi, cette course correspond totalement à sa façon de courir, à sa philosophie, à son tempérament d'attaquant. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'arriver seul pour gagner, mais clairement, il a moyen de faire la différence sur ce genre de parcours. C'est quelqu'un qui est très endurant. On se souvient de son Amstel l'année dernière. Là, le fait que la course soit rallongée, soit plus dure, ça va forcément l'avantager. Et je pense que justement, dans une course où il faudra anticiper pour essayer de battre UAE et Pogačar, Benili peut totalement être
le gars chez IF qu'on va balancer devant, sachant que y a des gars comme Paulès et Bettiol qui vont peut-être être un peu plus préservés et qui vont peut-être moins se lancer tôt dans une offensive. Benili pourrait totalement profiter d'un coup sortir dans un gros groupe à une centaine de kilomètres de l'arrivée et puis après un moment décider de poser tout le monde. On sait qu'il a un punch assez formidable. Il fait un début de saison qui est plutôt correct. Il a fait 4e à la fois de l'Étoile de Bessèges et du Tour d'Algarve. Tour d'Algarve, il y avait quand même une belle opposition où il a fait un très bon chrono d'ailleurs au passage. Et donc clairement, moi je trouve qu'il est en forme. C'est une découverte pour lui, mais on sait que ça lui fait pas peur. Malgré son jeune âge et son expérience qui se construit tout doucement, mais qui est encore faible. C'était seulement en 2023 où il a vraiment explosé. Je pense qu'il est capable de faire de grandes choses sur cette course-là. Donc voilà, moi j'en fais mon outsider. C'est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. On l'avait vu l'an passé. En plus, Benili, il a quand même un côté intéressant du mec qui lâche pas. L'an dernier sur l'Amstel, il est derrière Poggi. En plus, il y avait eu ces histoires de voiture là. Est-ce que Poggi avait pris l'aspiration, pas l'aspiration, tout ça. Enfin bref. Mais en tout cas, on voyait Benili qui était derrière. Quand Poggi était parti, on s'était dit bon allez, il va lui mettre trempette comme d'habitude dans 10 secondes, dans 10 km, il y a 1 minute, on n'en parlera plus. Et non, Benili était resté super longtemps à végéter entre une trentaine de secondes et tout. Et on sait que sur les Strade Bianche, il y a des chemins blancs. Qui dit chemin blanc dit crevaison possible. Et tu vois, je me dis même s'il est en retrait, qu'il est pas forcément devant, mais qu'il est pas loin et qu'il est un peu en chasse-patate, c'est un gars qui lâche rien, qui a un mental de ouf et ouais, c'est un très bel outsider, je trouve. Je pense que c'est un outsider, mais franchement, j'y crois pas trop. Enfin, je le vois pas trop sortir tout seul et s'il sort, je pense qu'il le sortira avec un groupe et je pense pas qu'il arrive à sortir d'un groupe pour aller gagner. Après, sur faire un podium ou faire une belle place, je vois parfaitement faire la chose. Mais je pense que s'il sort, il peut essayer de suivre Poggi, mais jamais à la pédale il le bat sur le final. Donc moi je le vois en outsider de podium, on va dire. Ouais, mais même s'il arrive pas avec Poggi dans le final, même si là ça arrive groupé, l'arrivée est tellement difficile que là c'est à la jambe et c'est au punch où ça se joue. Et oui, c'est sûr que de toute façon personne en arrivant avec Poggi en pleine forme, je pense. Ça dépend. Même pas Poggi. Je sais pas si contre un Pitcock ou contre un Mohoric ou je sais pas. Là, je suis en train de sortir tout mon sac, mais vas-y, enchaîne. Est-ce qu'ils arrivent à le battre? Parce que moi, mon outsider, ce sera Pitcock qui a gagné l'année dernière. Parce que, je trouve que c'est un mec, il est ultra technique. Tu le vois le faire je reviens toujours vers Poggi. Je sais que Poggi fait des giga descentes aussi, mais avec son petit parcours de VTT, etc., il fait des descentes sur les chemins blancs il va 2 fois plus vite que les autres. C'est impressionnant les différences qu'il fait. J'ai vu la météo, c'est une variable qui est pas sûre, mais la météo a l'air bien pourrave quand même pour ce week-end. Et Pitcock, je le vois bien avec son petit côté VTT, cyclocross moi j'aime beaucoup, faire des grosses différences dans les descentes et tenir à l'endurance, se mettre à fond pendant 40 bornes, 50 bornes. Et si déjà que avec les chemins blancs, le temps pourri, peut-être qu'il y aura la désorganisation dans le peloton, etc. Je pense que tout va exploser en plus avec la durée de la course. Je vois une explosion totale du peloton et je pense que les gens ont du mal à le rattraper s'il part en solo. Ouais, Pitcock, déjà vainqueur sortant. Donc l'année dernière, il nous avait fait un sacré numéro. Je regardais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été trop rassuré par ses courses de ce week-end, même s'il était là, mais quand dans l'Umloop, dans le groupe de 5, c'est celui qui est le moins... je sais plus combien ils sont là, ouais, 5, 6, je sais plus. C'est celui qui semble le moins fort et le plus à se faire décrocher. Mais en fait, finalement, si on regarde l'an passé, finalement, son Umloop n'était pas exceptionnel non plus. Il n'avait pas été... il est dans le deuxième groupe, mais il n'avait pas été incroyable, et on sait que c'est quelqu'un qui arrive quand même bien à cibler ses courses, qui sent bien la course, qui est en effet très bon techniquement. On l'avait vu aussi sur l'Estrade l'année dernière, où on avait l'impression à chaque fois qu'il allait se faire reprendre, tout ça, et finalement ça n'avait pas été le cas.
C'est fou parce que j'ai l'impression que je sous-estime toujours Pidcock. En fait, j'ai l'impression que des fois je le surestime, et notamment sur les monuments, et je suis déçu derrière. Et sur d'autres courses, j'ai l'impression que je le sous-estime, notamment sur ce qu'il a pu faire l'an passé sur l'Estrade Bianche. J'ai beaucoup de mal à pronostiquer avec ce coureur, donc c'est toujours difficile pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des qualités, c'est un mec qui grimpe très bien, c'est un mec qui a du punch, c'est un mec qui est très technique, c'est un mec qui a de l'endurance, c'est un mec qui sent bien la course. Enfin bref. Il a tout pour pouvoir s'imposer, donc mais j'ai quand même l'impression que Pidcock, s'il y a des mecs qui sont vraiment très forts, en fait Pidcock il peut battre des gars qui sont un peu plus forts que lui, mais pas plus que ça. C'est ce qu'on voit aussi un peu sur les cyclocross, les fois où il arrive à tenir des Van Aert, des Van Der Poel, c'est quand les deux autres sont pas au top du top. J'ai l'impression que par contre s'il est face à quelqu'un qui est vraiment au-dessus, il aura pas, enfin sa justesse technique, son intelligence de course et tout, lui permettra pas forcément de passer au-dessus, et c'est un peu ce qui me fait peur avec Poggi ce samedi. Mais c'est clair qu'intrinsèquement, en tout cas, il a tout pour être un outsider. Preuve en est, c'est le vainqueur sortant, quoi. Après, oui, c'est sûr qu'il n'a pas la même ténacité que Benili, par exemple. Je pense que ouais, c'est clair. Dans la difficulté, Pidcock, c'est quelqu'un, on le voit en cyclocross, il m'a saoulé 2-3 fois cet hiver, là, où il tombe ou il pète un truc au départ, je sais pas, n'importe quel autre crossman, il prend son vélo, il court, il va au poste, et lui non, il chiale un petit coup, et moi il a des attitudes qui m'énervent. Après, indépendamment de ça, c'est marrant parce que moi aussi j'ai la même sensation que toi en regardant les courses là, ces premières courses, que ce soit en Algarve ou sur l'Omloop et Newsblad. Je me suis dit, il est pas trop dans le coup. Allez, pourtant, ses résultats, ils sont pas dégueulasses. Il fait troisième, je crois, sur la dernière étape en Algarve, derrière Martinez et Evenepoel qui étaient au-dessus de la mêlée. Donc, il était bien, il était toujours là, présent. Il fait exactement le même début de saison que l'an passé. Donc, pourquoi ne réussirait-il pas non plus les Strade Bianche? Mais je sais pas, c'est peut-être aussi je l'ai trouvé vraiment à la limite le week-end dernier là sur les classiques d'ouverture belge. Donc je sais pas à quel point il va pouvoir rééditer sa performance. On a dit aussi que Ineos, on a vu l'équipe est énorme autour de lui. Je pense que ça a l'air d'être quand même un bel objectif de la saison pour eux. Et à part s'il y a casse mécanique, en effet, il peut aller, comme vous dites les gars, aller chouiner un peu au poste. Mais je pense que c'est différent d'avoir entre une casse mécanique et être dans la course aussi pour un coureur. Si on est dans la course et qu'il n'y a pas d'incident mécanique, etc., c'est complètement différent par rapport à quand on casse un dérailleur au début d'un cyclocross, quoi. Même si c'est vrai que c'est pas une attitude que je cautionne non plus, mais... En tout cas, puisque vous avez parlé d'Algarve, messieurs, moi aussi, je voulais vous présenter un mec qui avait pas trop mal tourné en Algarve. Alors, Daniel Felipe Martinez. Ouais, j'ai dit, est-ce qu'il va exploser cette année, machin. Allez, moi, j'ai envie d'y croire cette année, et je l'ai trouvé donc très bon en Algarve. Et puis, alors, niveau référence Strade Bianche, il n'y a pas grand-chose, on va pas se mentir. Je crois qu'il l'a fait en 2017 ou quelque chose comme ça, ou 2018, il fait... au-delà de la 50e place, voilà, et c'est peut-être un peu ça qui va me poser question. Par contre, après, sur le reste, j'ai l'impression que c'est quand même un gars qui a tout ce qu'il faut pour réussir sur cette course. Il est plutôt endurant, il grimpe bien. On a vu qu'au niveau du punch en ce moment, en tout cas sur ce début d'année, face à Remco, il avait été là, il n'y avait pas de souci. On l'a déjà vu bien performer sur les Ardennaises. Il prend une 4e place de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Enfin voilà, c'est un gars à qui ça pourrait correspondre. Et alors, on n'a pas la start list entière de Bora, donc j'ai du mal à savoir également qui va y avoir autour de lui et qui pourrait potentiellement être peut-être un peu plus vu comme leader que lui. Mais en tout cas, il aura une très belle carte à jouer, et moi je le vois bien jouer les troubles faites. Et au vu de son état de forme de ce début de saison, pour le coup, je me dis voilà, s'il a tenu la dragée haute à un mec comme Remco sur le début de l'année sur des courses qui allaient plutôt bien à Remco, alors pourquoi pas être capable de tenir la dragée haute à Poggi. On sait que pour le coup, Martinez, c'est un mec, quand il est dans le coup, lui il s'accroche un peu comme Benili, niveau mental, il sait être là. Après, est-ce qu'il va sentir, techniquement il sera assez bon sur l'Estrade Bianche? Je sais pas si vous avez des réfences les gars à ce niveau-là à m'apporter, mais moi je le vois bien aller truster un petit podium, le Daniel. Moi c'est en fait c'est son inexpérience sur la course. J'ai pas du tout d'idée sur comment est-ce qu'il pourrait se
comporté. Il a fait très peu de grandes courses d'un jour. Ça lui a pas réussi. On se souvient, c'est en 2022 où il avait super bien enchaîné la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège où il fait 5 et 4. Il avait fait une campagne plutôt honorable, je crois, en fin de saison en Italie. Mais ouais, ces derniers temps, sur les courses d'un jour, je l'ai pas trop. Enfin, il en a pas trop fait, donc c'est même pas que je l'ai pas trouvé transcendant. Donc pour moi, il y a Ouais, ce je crois qu'il en hic un fait petit pas peu. en 2023. Un peu sur la Ouais, fin de non, je l'année, crois mais pas. c'est Ou tout. si, il était au Canada, Oui, à voilà, c'est ça, Québec il et va au Montréal, Canada. mais ça a Moi, pas, voilà, pas très le bien problème, ça va fonctionné. être l'expérience, je pense. C'est que comme vous dites, il a pas vraiment beaucoup d'expérience sur les courses d'un seul jour. Les chemins blancs, il y a pas d'expérience non plus. Après, on l'a vu sur le Tour d'Algarve, il est en giga forme. Il a un punch incroyable. Moi, je pense que c'est une grosse inconnue. Mais si ça peut marcher, ça va super bien marcher, je pense. Moi, je pense surtout qu'il est là sur cette course parce qu'il a prévu de faire le Giro. Oui, Et que oui, du coup, ouais. Ah chemin oui, blanc, oui, c'est sûr. prépa, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Après, il va enchaîner avec Tirreno et je pense qu'il faut plus en attendre quelque chose sur Tirreno que vraiment sur l'Estrade Bianche. À mon avis, il va être quand même plus là en prise d'expérience. Après, c'est sûr que s'il a la jambe et puis qu'il arrive à suivre tout le monde, je pense qu'il y aura pas de souci. Il va pas s'arrêter au 180e kilomètre, hein. Mais, euh, mais je pense que voilà, moi je verrais plus la philosophie dans laquelle il participe à cette course cette année, vraiment avec cet objectif du Giro. À voir s'il est peut-être aussi au niveau de l'entraînement, s'il est sur une semaine de décharge avec le Tour d'Algarve dans les pattes, etc. En soi, s'il est juste en reconnaissance et en gain d'expérience, même si, enfin, même s'il il va être fatigué déjà. Je pense qu'il va peut-être rester dans le peloton et essayer de flairer les bons coups s'il y en a, mais peut-être pas partir en échappée tout seul. Voilà. On verra. Après, sur son programme, il fait Strade Bianche Tirreno en effet, mais derrière, il court pas avant le Tour de Romandie. Donc on peut aussi se dire que potentiellement, tu vois, derrière, il va avoir presque 2 mois sans courir, 1 mois et demi. Que ses objectifs de début de saison, ils sont là, quoi. On l'a vu en super forme sur l'Algarve. Into Strade Bianche, into Tirreno. Moi, ça m'étonnerait pas de le voir malgré tout aux avant-postes, bien que, comme tu l'as dit, Adri, et je suis assez d'accord avec toi, il vient pour prendre de l'expérience pour le Giro, mais finalement, quoi de mieux qu'une grosse perf pour prendre de l'expérience, hein. Non, mais c'est vrai. Ok, on va pouvoir passer, messieurs, maintenant, et si vous voulez, j'enchaîne, à un coureur, voilà, qu'on voit potentiellement faire quelque chose, qui fait pas partie des grandissimes favoris. Et moi, je vais vous présenter un coureur que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur des courses que j'aime beaucoup. Non, je rigole. Maxime Van Gils, ça commence pareil. C'est ce petit coureur belge, voilà, de 24 ans, là, qui va avoir 25 ans cette année, que j'aime beaucoup et qui nous fait un super début de saison. Alors, déjà l'année passée, en fait, il a pas crevé le plafond, il a pas crevé l'écran, l'ami Maxime Van Gils. Il le fait année après année, voilà, il progresse tranquillement, on le voit de mieux en mieux. L'année dernière, il a commencé à faire des belles perfs, il fait 7ème de l'Amstel, 8ème de la Flèche, 11ème de Liège. Bon, sur l'Estrade, il avait fait 23ème, enfin... Et c'est un gars qui, voilà, sur ce début de saison, on l'a vu, bon, il gagne le chrono unique étape, enfin, c'était même pas vraiment un chrono, on peut dire un prologue de la route d'Andalousie. Donc voilà, pas forcément grand chose à tirer de ça, mais derrière, il va par contre faire une magnifique 5ème place sur la Faune Ardèche ce week-end et une 3ème sur la Faune Drôme. Très bien placé à chaque fois. On voit les mecs qu'il y a devant lui, donc on se dit, voilà, hein, quand il est juste derrière le petit groupe là sur celle de l'Ardèche, il arrive 4 secondes derrière et il prend une 3ème place. Je crois qu'il doit régler le groupe ce week-end sur non, oui, voilà, il finit juste devant Barguil sur la Faune Drôme, pardon. Moi, clairement, voilà, j'ai bon espoir en lui. Je pense que c'est une course qui lui va bien. C'est un peu voilà, c'est entre le puncher et le grimpeur et en même temps bon baroudeur capable de briller, voilà, sur ces courses où il y a des enchaînements de côtes et hautes. C'est un dur au mal aussi, Maxime Van Gils. J'aimerais bien le voir aller taper un top 5 et pourquoi pas plus si voilà, on sait jamais, hein, comme on l'a dit, ça reste l'Estrade Bianche, peut y avoir des gamelles, peut y avoir des crevaisons, etc., etc. Je pense qu'en tout cas, au niveau du potentiel, il peut aller chatouiller tous les gars dont
dont on a parlé juste avant. Peut-être pas le tout premier, mais, mais les autres, je pense qu'à la pédale, il peut en tout cas faire de belles choses. Il fait partie de cette génération de la loto là, avec les jeunes Belges et autres qui arrivent à nous sortir et on voit vraiment qu'il y a du talent à revendre. Le renouveau. Un super début de saison qui vient. En fait, ça vient vraiment confirmer en mieux ce qu'on a vu de lui déjà. Donc c'est pour ça que c'est hyper encourageant. C'est même on voit qu'il a 24 ans, mais qu'il y a encore une belle progression et clairement il était dans le coup le week-end dernier là dans le sud de la France. Donc c'est une bonne grosse cote. Moi, je pense que là, dans la suite du super début de saison de la Loto qui fait un début de saison incroyable, peut-être faire une place sur le top 10. Après, peut-être top 5 si on veut être très très gentil, mais pas trop. Je vois pas trop chatouiller pour le podium, honnêtement. Après, comme vous dites, le renouveau de la Loto, c'est génial à voir. Ils font un début de saison où ils gagnent l'UAE Tour. Ils gagnent du coup ce prologue ou même, je sais pas, est-ce que c'est vraiment un prologue, est-ce que c'est un chrono La petite course par étape. Ouais, c'est ça. Ça m'a rapporté des points. Voilà, au dernier quiz. C'est une distance prologue, hein, en tout cas. Oui, mais non. Les prologues, il faut qu'il y ait des étapes après. Pardon. Non, mais on pourra revenir sur ce maquillage de course, mais je sais pas si c'était pour faire plaisir aux sponsors ou pas, mais je suis pas sûr que ce soit super pour les coureurs de juste faire 5 bornes comme ça, à part montrer le maillot. Je vous laisse, le débat est ouvert, messieurs. Ouais, en tout cas, hein, comme dit, c'est un bon début de saison. Tu nous parlais de la Loto, toi, Adri, t'as quelqu'un de la Loto à nous présenter là comme ça? De la Loto, mais moi c'est pas un Belge, c'est pas un Belge. Ah, ça existe ça? Ouais. C'est Andreas Krohn. Andreas Krohn, alors il a pas encore couru cette saison, donc ce sera sa course de reprise. Mais c'est un coureur qui m'avait bien plu l'année dernière. On l'avait vu très très offensif. Il a eu des beaux résultats avec une 4e place sur l'Amstel. On l'a vu briller aussi sur la Vuelta régulièrement dans les échappées et pas mal placé. Et il gagne même l'étape de Barcelone, là où je crois que c'est celle-là où le final avait été neutralisé. Une belle campagne des classiques en fin de saison où il vient faire top 10 au Tour de Lombardie. Et il a pour référence quand même une 10e place l'an dernier sur les Strade Bianche. Alors il avait déjà couru plus tôt dans la saison, mais c'est quelqu'un qui connaît cette course. Pour moi, il a le profil pour être plutôt bon là-dessus. Donc voilà, c'est mon petit, on va dire, le vainqueur surprise potentiel. Ouais, moi Très, très surprise. Il est fort, Andreas Krohn. Après, est-ce qu'il est assez fort? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que l'année dernière, il avait fait une sacrée Vuelta. Hein. On l'avait vu dès le début de saison où il était placé. Il avait fait 5e de la Juan Paiso intérieur, comme tu disais, 10e des Strade Bianche, 4e du Grand Premio, du Grand Prix Michael Indurain, etc., etc. Une belle Amstel aussi. Et puis vraiment, hein, cette Vuelta où en plus comme tu dis, d'aller chercher une victoire, il fait 2 fois 3e, une fois 5e. Enfin, il était dans tous les bons coups. Ouais, j'ai peur que le fait que ce soit son premier jour de course lui joue un peu des... voilà, qu'il soit pas, par exemple, aussi prêt, aussi en jambes que Maxime Van Gils, c'est que du coup, il soit obligé de faire l'équipier pour Maxime et que Maxime aille faire le podium, quoi, voilà, tout simplement. Ouais, et surtout qu'il y a aussi le vainqueur de l'UAE Tour, dont on n'a pas parlé, mais Lennart Van Etvelt, qui, à mon avis, aura de belles ambitions. Alors c'est pareil, on est sur un coureur qui n'a pas forcément de référence sur ces courses-là, mais vu le punch qu'il nous a montré le garçon dans les Émirats la semaine dernière, ça va être aussi intéressant à suivre. Et je pense que la Loto a clairement les cartes en main pour faire mettre en place une course de mouvement avec plusieurs coureurs. Et
Voilà, donc du coup, ça va être. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Et tactiquement, tactiquement, ils ont vraiment quelque chose à créer d'intéressant. Faut pas qu'ils se contentent d'essayer de suivre. À mon avis, ce serait dommage. Il y a mieux à faire. 215 km en sortie de reprise, ça va être dur pour lui, mais la Lotto, une super équipe autour de tout le monde pour suivre du coup leur super début de saison. De ton Tout a été côté. déjà dit en fait. Ouais, Moi je pense que Loïc, est-ce que tu aurais. En fait, moi je vais prendre notre champion du monde de gravel, Mister Mohoric. Parce que on l'avait vu à l'avant l'année dernière. C'est quelqu'un qui a. Enfin, est-ce qu'on a besoin de présenter Mohoric? Enfin, c'est un super coureur. Il a aussi du coup ce côté. En fait, j'ai pris 2 coureurs techniques dans mes favoris, mais il a aussi ce côté technique en fait de bien se débrouiller en descente, de pouvoir faire des grosses sorties, un bon gros coureur de classique qui est ultra endurant. Il peut lui aussi mettre une énorme attaque et partir à fond. Donc pour moi, je le vois, en tout cas, candidat à la victoire pour confirmer son bon début de saison. Je trouve que Mohoric, il manque toujours un peu de canne quand ça grimpe comme ça. C'est-à-dire que l'an passé aussi, il était très bon et tout, mais on sentait que quand ça montait et que quand notamment il y avait les 2 coureurs, c'était qui? C'était Benoît et le Hongrois dont j'ai oublié le nom là de la Visma, enfin la Jumbo, Walter pardon, qui était devant et bon qui s'était un peu, qui avait un peu fait nain, puis il y avait Madouas aussi et j'avais l'impression quand même que dès que ça attaquait et que ça grimpait, il était un peu juste Mohoric. J'ai peur que le parcours de cette année le favorise pas. Et qu'en effet c'est une course qui pourrait être super pour lui, on sait qu'il est très technique et que mine de rien il a aussi un gros moteur, enfin voilà, qu'il est capable de, mais j'ai un peu peur qu'il soit limite sur sa capacité. Alors on sait qu'il peut grimper aussi, hein, bien sûr, mais par exemple, tu vois, ça m'étonnerait pas de voir un Van Gils devant Mohoric. Au vu des profils des deux. Ouais. C'est sur le Tour de Valence là qui fait une super descente là sur la deuxième étape. Où il avait dit je vais gagner là et il gagne là. Ouais. Il m'a attaqué à tout le monde et il avait annoncé quand même. C'est fort. Ouais, je suis d'accord avec ton analyse. Mohoric, en fait, c'est dès que le pourcentage est plus important, hein, c'est quand même un gabarit plus imposant que des punchers grimpeurs du peloton. Ça devient un petit peu compliqué. On le voit hein, sur son palmarès, par exemple, il a déjà fait une bonne place sur Liège ou autre. Sur la Flèche Wallonne, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Je pense que, pour le coup, la difficulté du parcours de cette année n'est pas pour l'avantager. On a pas mal de pourcentages, de côtes à 8%, à 9%, cette rampe finale. Alors, c'est pas ce qui l'avantage le mieux. L'arrivée, elle est pas en descente. Enfin, si, elle est en descente, mais juste sur les 50 derniers mètres. Donc, c'est pas là où il aura le temps de faire la diff. Donc, à voir. Je pense qu'il sera placé parce que Mohoric, il est toujours ils sont la course et tout. Il est toujours là. Mais de là à avoir ce petit surplus pour aller chercher la victoire, ou alors faudrait qu'il fasse un numéro. Mais vraiment qu'il fasse un numéro de loin. Je pense c'est plus comme ça qu'il pourrait sortir son épingle du jeu. En attaquant un peu comme l'a fait Pidcock l'année dernière sur une portion en descente, en gravel, en utilisant ses capacités à lui. Mais sinon, pour moi, il risque d'être un peu juste. Eh bien, très bien, messieurs. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Niveau horaire, est-ce que vous les avez? À quelle heure faut-il prendre la diffusion ce samedi pour les Strade Bianche? À 2h ou un truc comme ça, 2h ou 2h05, je sais plus exactement. En tout cas, je sais pas si elle va être rediffusée dans son entièreté maintenant que GCN n'est plus présent. J'en ai aucune idée. À voir sur Eurosport. Ouais. Après, ce serait dommage de pas montrer. Enfin, comme on a encore rallongé le truc, ce serait quand même dommage de pas montrer le début de course. À part les chutes, si, on peut voir les chutes, quoi. Oui, c'est pas souvent là que c'est le plus fun, quoi. On sait que ça se décide un peu plus tard sur les Strade Bianche. Non, mais on a déjà vu des Strade Bianche où
certaines chaînes prenaient l'antenne et la course était déjà pliée aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, faut pas arriver trop tard non plus. Non, c'est ça, après le café, mais pas un gros repas samedi, hein, voilà, petit repas, petit café, voilà, 2h30 pour la sieste, ce sera parfait. En attendant, merci messieurs pour cette émission. Et avec plaisir, ça y est, on a hâte d'y être là. C'est ça, il y a bientôt la preview de Tirreno et de Paris-Nice également qui va sortir. Donc, messieurs, dames, restez branchés. Merci de nous avoir suivis. Comme dit, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à aller faire un tour sur Instagram et Facebook pour voir les nombreux articles de la rédac. En attendant, pensez à vous alimenter car ce week-end va encore être grandiose en cyclisme. Bonne soirée, messieurs, dames. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.